Alors il y a 4 choses que je voudrais aborder aujourd'hui. La place de l'endoscopie dans la prévention des cancers du côlon, la question de la prise en charge des cancers superficiels. Maintenant, on peut en endoscopie envisager de réséquer des cancers du côlon ou de l'estomac jusqu'à des lésions T1. Quid des lithiases biliaires? La question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais je l'envoie à qui, le patient, chirurgien ou endoscopiste? On abordera ce point. Et puis finalement, une part qui va devenir importante dans l'interventionnel, c'est celle de l'obésité. Alors le cancer du côlon, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent, quasiment 45 000 cas par an en France, dont près de 10% correspondent en réalité à des cancers d'intervalle, c'est-à-dire des cancers qui surviennent entre deux coloscopies normales, ce qui correspond très souvent à des polypes dégénérés qui ont été loupés sur un précédent examen. Alors le risque de cancer d'intervalle, il est lié à différents facteurs. En premier lieu, les performances de l'opérateur, et notamment le taux de détection des adénomes des endoscopistes. On n'a pas tous le même taux de détection des adénomes. Le temps de retrait, un endoscopiste qui retire vite son endoscope va évidemment louper plus de polypes. La préparation du côlon, sur lequel il faut vraiment insister pendant la consultation. Le patient doit être acteur de sa prise en charge. Une pompe de lavage qui est systématiquement disponible pendant les examens. Tout ce qui est connaissance et reconnaissance des lésions festonnées, il y a deux types de lésions qui donnent les cancers au niveau du côlon, les adénomes et puis les lésions festonnées qui sont des lésions qui sont extrêmement difficiles à voir. Je vous en ai mis quelques photographies ici. C'est des lésions qui sont souvent extrêmement planes, qui ont quasiment le même aspect que la lumière, que la muqueuse colique de voisinage, et à côté desquelles on peut facilement passer. Et pour les détecter, on est aujourd'hui vraiment aidé avec des endoscopes de dernière génération qui ont une bien meilleure résolution que ceux qu'on avait il y a 10 ou encore 5 ans. Et puis de plus en plus, on va parler d'intelligence artificielle. Alors c'est quoi l'intelligence artificielle en endoscopie? C'est pas du futur, c'est vraiment du présent. On va très prochainement en être équipé sur l'établissement. C'est un outil qui permet d'améliorer le taux de détection des adénomes d'environ 10 à 15% et également de détecter les lésions polypoïdes. Il faut savoir qu'environ 25% des cancers d'intervalle correspondent en réalité donc à des lésions loupées. Alors, comment ça fonctionne? À l'endoscope est branché un processeur avec tout un tas de photographies, une grosse base de données. On apprend en fait à l'endoscope à détecter des lésions polypoïdes avec un système de deep learning. Et puis, pendant l'examen, quand on a activé le processeur, il y a un petit signal lumineux et sonore qui s'active pour nous dire attention, là, il y a un polype. Alors après, on peut passer à une phase de caractérisation, alors qui est encore rudimentaire à ce stade, mais qui va se développer dans les années à venir. Aujourd'hui, grosso modo, le logiciel nous dit lésion hyperplasique ou adénomateuse. Ça ne me permet pas d'aller beaucoup plus loin. Il y a en réalité tout un tas de lésions. Il y a les polypes hyperplasiques purs, les lésions festonnées, les adénomes, les cancers. À ce stade, l'opérateur doit encore faire lui-même de l'anapathe, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, l'endoscope fera lui-même un diagnostic histologique et qu'on saura comment prendre en charge, grâce à la machine, les polypes. Est-ce qu'il faut les réséquer endoscopiquement ou est-ce qu'il faut envoyer le patient au chirurgien? Un mot très vite sur la dissection sous-muqueuse, qui là est un projet plus à moyen terme sur l'établissement, avec une formation qui se fait sur 1 an et que je vais réaliser, j'espère, courant 2022. Donc pour réséquer des lésions jusqu'à un stade T1, et puis des lésions de grande taille. Pendant longtemps, on s'est limité à retirer des lésions de 20-25 mm par mucosectomie, 30 mm si on avait un peu d'audace. Avec une telle technique, il n'y a absolument aucune limite de taille pour réséquer des lésions à partir du moment où elles ne sont pas invasives. Alors après, c'est vraiment une technique d'interventionnel avancée. Il faut une formation spécifique avec un diplôme certifiant émis par la Société française d'endoscopie, avec toute une phase de connaissances théoriques. Il faut déjà être capable de reconnaître les polypes qu'on peut réséquer. On ne peut pas réséquer tous les polypes. Il faut être capable de gérer les complications qui sont plus fréquentes, hémorragie, perforation. Après, on s'entraîne sur un modèle animal pendant 1 semaine dans un laboratoire, sur du cochon. Et puis, on passe du cochon à l'humain avec un système de compagnonnage et une vingtaine de procédures dans le rectum et dans l'antre qui doivent être réalisées dans un centre expert. La prise en charge des lithiases. Alors, la lithiase biliaire, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, avec des risques importants. La prévalence des facteurs de risque de la lithiase est élevée. C'est le sexe féminin, c'est l'âge, c'est l'obésité, c'est la dyslipidémie. Et puis les complications sont fréquentes aussi. Pancréatite, ictère, angiocolite, septicémie.
Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est la douleur biliaire typique chez un patient qui a une vésicule lithiasique en place, qui n'a pas d'argument clinique ou biologique pour une migration. Là, il n'y a pas de sujet. Le patient doit avoir un chirurgien digestif rapidement pour une cholécystectomie rapide. Il est quand même souvent dommage d'avoir des patients qui font parfois 2 ou 3 migrations lithiasiques avant d'être opérés. Deuxième cas de figure, le patient fait une migration lithiasique résiduelle alors qu'il est cholécystectomisé. La seule vraie question, c'est de savoir s'il a toujours sa lithiase dans le cholédoque. Et là, c'est le gastro-entérologue qui sera l'acteur de la prise en charge. Et puis, il y a un cas qui est un peu moins consensuel chez le patient qui n'est pas cholécystectomisé, qui a donc fait une migration suspectée cliniquement ou biologiquement. Et là, la question, c'est est-ce qu'il faut que j'envoie le patient voir le gastro-entérologue ou le chirurgien, toujours avec la même question, est-ce que la lithiase est en place? Alors, comment est-ce qu'on met en évidence la lithiase dans le cholédoque? Alors le moyen de première intention, celui qui est souvent prescrit, c'est l'échographie, mais qui a une faible sensibilité, notamment quand elle est réalisée trop précocement. Le cholédoque peut ne pas avoir eu le temps de se dilater, ou bien la lithiase est trop petite. C'est un examen qui est très opérateur dépendant, et je ne parle même pas de l'échogénicité des patients, qui est bien évidemment prépondérante. Après, il y a le scanner, qui peut avoir une meilleure sensibilité que l'échographie, même s'il peut encore être mis en défaut pour des lithiases de petite taille ou hypodenses. Donc on en vient le plus souvent à ces 2 examens, l'IRM et l'écho-endoscopie, dont la prescription va dépendre finalement des habitudes locales et de l'accessibilité à la technique. Alors la BDRM, c'est bien, c'est un examen qui est rapide, ça dure 10-15 minutes, ça a l'avantage de pouvoir se faire sans anesthésie. Le problème, c'est que ça nécessite une bonne collaboration du patient pour avoir des séquences de bonne qualité. Une IRM où le patient a respiré, franchement, on voit rien. Et puis ça peut aussi être mis en défaut en cas de lithiase enclavée dans le bas du cholédoque, juste au-dessus de la papille. On ne va pas pouvoir dire si c'est la papille ou si c'est une lithiase. Et puis là encore sur des lithiases de très petite taille, pour une IRM de basse résolution ou de moyenne résolution, on pourra passer complètement à côté du calcul. Donc on en arrive à l'écho-endoscopie biliopancréatique, qui reste un examen opérateur dépendant, quoique la sensibilité est quand même proche de 100%. Une lithiase dans un cholédoque dilaté, ça se voit assez facilement en écho-endoscopie. Donc ça se fait sous anesthésie et ça a l'avantage de pouvoir être couplé dans le même temps anesthésique s'il y a une lithiase en place avec la CPRE. Alors là, quand on parle de la CPRE, on est vraiment sur un geste interventionnel pur. Les CPRE diagnostiques, ça n'existe plus depuis l'avènement de l'écho-endo et de la BIRM. On réserve ce geste donc aux lithiases persistantes, éventuellement en cas de complications, ictère, angiocolite, donc parfois dans un contexte d'urgence. Et lorsqu'on a un patient qui a une vésicule en place, idéalement, la CPRE doit précéder l'intervention, puisque si jamais le gastro-entérologue n'arrive pas à accéder à la voie biliaire, ce qui arrive, dans une papille intradiverticulaire par exemple, il est quand même plus simple de procéder dans un deuxième temps après le chirurgien qui aura laissé un drain transcystique à travers lequel on pourra passer un fil guide. Alors, en pratique, comment fait-on? Lithiase biliaire symptomatique, chez un patient non cholécystectomisé, pas de migration, cholécystectomie rapide. Éventuellement, on peut discuter la simple sphinctérotomie chez un patient polypathologique pour lequel on va plutôt éviter l'intervention. Migration lithiasique, 2 cas de figure. Premièrement, un contexte d'urgence. Là, il n'y a pas de sujet. Ictère, sepsis, il faut envoyer le patient voir le gastro-entérologue pour une CPRE avant la chirurgie. Hors de tout contexte d'urgence, la question c'est de savoir si la lithiase est toujours dans le cholédoque, donc avec une IRM ou une écho-endoscopie. Si la lithiase a migré et que le patient a sa vésicule, bien évidemment on l'envoie voir le chirurgien. Si la lithiase est toujours en place, la CPRE avant la chirurgie. Et en cas de lithiase découverte en péropératoire avec un échec d'extraction, eh bien l'endoscopiste interviendra dans un second temps. Et enfin, dernière partie de ma présentation, la prise en charge de l'obésité avec 3 techniques, 3 sujets. Le ballon intragastrique, sur lequel je passerai relativement brièvement. Ce qui, à mon avis, est l'avenir, c'est la sleeve endoscopique ou endosleeve. Et puis, je ne parlerai pas du tout des complications de la chirurgie de l'obésité, sténose, fistule, avec les prothèses couvertes extractibles qui ont longtemps été mises mais qui sont difficilement tolérées, qui ont un certain nombre de complications propres et qui aujourd'hui laissent la place aux doubles prothèses en queue de cochon.
Alors le ballon, comment on procède? C'est une intervention qui n'est pas chirurgicale, hein, qui se fait néanmoins sous anesthésie générale, avec une fibroscopie qui dure 15 à 20 minutes, et qui peut permettre de perdre jusqu'à 20% de l'excès de poids en 6 mois. Le problème, c'est que c'est une procédure qui n'est pas remboursée, qui coûte quand même autour de 1 000 euros. Alors, pour qu'elle soit le plus efficace possible, elle doit toujours être réalisée dans un parcours médico-chirurgical. On doit préparer les patients comme si on les envoyait à la chirurgie. On peut proposer la procédure soit à des patients qui de toute façon ne seront pas chirurgicales en raison de complications, ou bien qui seront préparés à la chirurgie en raison d'un excès de poids vraiment très important, ou bien qui refusent la chirurgie puisque ça a l'avantage d'être une technique réversible. Les contre-indications, c'est les patients qui ont déjà été opérés de l'estomac ou de l'œsophage, les dyspeptiques sévères, puisque cette technique aggrave la dyspepsie, tous ceux qui ont des lésions hémorragiques, hors de question de poser un ballon chez quelqu'un qui a des varices œsophagiennes ou gastriques, et puis comme pour toute prise en charge interventionnelle de l'obésité, la pathologie psychiatrique. Les effets secondaires, donc c'est la dyspepsie, je l'ai dit, qui peut en général s'améliorer sous traitement médical, mais qui peut parfois conduire à une extraction du ballon. L'impaction antrale, qui est la complication la plus grave, hein, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique, et rarement le saignement. Alors comment ça marche le ballon? 3 mécanismes d'action. Le premier, c'est que ça retarde la vidange gastrique. Les aliments restent coincés au-dessus du ballon dans le fondus. Deuxièmement, ça réduit considérablement le volume gastrique, hein, puisqu'on peut mettre des ballons jusqu'à 11 cm, 700 ml. Donc il reste plus beaucoup de place pour l'alimentation. Et troisièmement, on obtient une satiété précoce en distendant la paroi gastrique, en stimulant les barorécepteurs qui vont envoyer un message à l'hypothalamus de satiété. Alors la sleeve endoscopique, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec le dispositif que vous avez sur la photo, avec un espèce de canal opérateur externe qui est branché sur l'endoscope, qu'on va pouvoir, avec lequel on va pouvoir passer un fil d'une encre qui est ici à une aiguille qui va faire un mouvement de va-et-vient, et on va attraper toute la paroi de l'estomac avec ce système d'hélice. Alors c'est un système de suture, hein, qui va juste aboutir à une restriction du volume de l'estomac. Il n'y a pas d'effet hormonal avec une réduction de la sécrétion de gréline comme la sleeve chirurgicale. C'est une procédure qui se fait sous anesthésie générale, qui est relativement longue dans un premier temps, mais il y a une courbe d'apprentissage qui est assez rapide et qui a un gros bénéfice par rapport à la sleeve chirurgicale, c'est qu'il n'y a pas de risque de complications, de fistules. C'est une procédure qui peut être faite en ambulatoire. Mais elle a encore aujourd'hui un gros inconvénient, c'est qu'elle n'est pas remboursée et que le dispositif coûte environ 4 000 euros. Ceci dit, je pense que les choses vont évoluer parce que, encore une fois, c'est une procédure qui aujourd'hui va pouvoir se faire en ambulatoire, donc on va considérablement réduire les coûts d'hospitalisation, et puis ce dispositif va pouvoir être utilisé dans d'autres indications comme la fermeture de perforation, la fermeture de larges cicatrices de dissection sous-muqueuse ou encore la fondoplicature pour la prise en charge du reflux. Hop, non, c'est pas ça. Hop, alors, il faudrait mettre le film, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors, donc on passe l'endoscope, on descend jusque dans l'estomac. Alors, il y a un temps qui n'est pas obligatoire, qui est celui du marquage de la ligne de suture à l'argon pour pouvoir se repérer. Et puis on va redescendre avec le dispositif dans la cavité gastrique. On attrape la muqueuse dans toute son épaisseur. On fait des points. Voilà, 6 points séparés. Et une fois qu'on a fait les points, on serre. On tire, on largue l'encre. Et on va reprocéder ainsi 4 à 6 fois pour obtenir une réduction progressive du volume de l'estomac. Et on peut mettre des points de renfort dans l'estomac pour que ça donne, d'un point de vue esthétique, presque le même aspect qu'une sleeve chirurgicale. Bon. Ça me semble accessoire, mais en tout cas, c'est ce que préconise le laboratoire.
Voilà, donc en conclusion, je crois que on va vraiment assister au développement de l'endoscopie interventionnelle dans les prochaines années. On va faire en gastro-entérologie ce que les cardiologues ont fait avec leur chirurgien cardiaque. On va réduire leur champ d'intervention. Alors après, il restera toujours de la place pour la chirurgie lourde. Alors aujourd'hui, il y a moins de 10% des gastro-entérologues qui sont formés à l'interventionnel, mais je crois que c'est quelque chose qui va changer. Oui, voilà, hop, ma diapo revient. Alors, il y a un certain nombre de procédures qui sont dans l'immédiat réservées aux centres experts. Tout ce qui est myotomie endoscopique, diverticule de Zenker, traitement de la chalasie ou de la gastroparésie. Mais là encore, c'est probablement amené à changer. À partir du moment où on fait de la dissection sous muqueuse, rentrer sous la muqueuse et aller inciser du muscle, c'est vraiment pas très compliqué. On va même pouvoir procéder à des résections transmurales de certaines tumeurs, notamment au niveau colique. Donc on perfore volontairement et après on referme avec le système que je vous ai montré. Alors encore quand même un peu plus proche que nous, c'est la coloscopie qui vraiment aujourd'hui est un geste interventionnel. D'une part parce qu'on dispose d'un outil de dépistage, le test immunologique, qui est plus sensible que le test hémoculte, qui nous amène des patients avec des lésions plus importantes, plus grosses, donc il faut qu'on s'entraîne à retirer des lésions plus importantes. Et puis on intervient vraiment dans la réduction de l'incidence du cancer du côlon avec des critères qualitatifs tels que le taux de dépistage des adénomes, et on est aidé par la technologie avec notamment l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui, vas-y. Quand on voit ta présentation qui est très belle, on se demande pourquoi tu n'as pas voulu être chirurgien. Alors, parce que manifestement, il y a peut-être moins d'avenir pour les chirurgiens que les gastro-entérologues. Est-ce que tu es obligé d'avoir un environnement chirurgical? Non. Il y a la seule complication qu'en fait que tu traites pendant la procédure, c'est le saignement. On voit bien que ça saigne quand même. Hein. Tu t'attrapes toute la paroi gastrique jusqu'au péritoine, donc tu as un petit saignement au niveau de la muqueuse, mais en fait tu fais ton point de suture en même temps. En fait, ça n'est que de la suture. D'accord. Et une perforation de l'estomac, tu peux le suturer comme ça sous endoscopie sans aucun problème. Avec ce système-là, tu perfores pas. Alors, fais gaffe quand même. Ah non, tu perfores pas. Ah oui, c'est le laboratoire qui te l'a dit. C'est un système de suture. Ouais. Bah, tu sais, alors, nous, on a l'habitude de perforer les estomacs volontairement quand on pose des gastrostomies endoscopiques. Hein, et ça se passe très bien. Ouais. On fait ça en ambulatoire. Et là, une question peut-être qui est complètement idiote. Au niveau de ton atelier de couture, là, quand tu fais ta sleeve endoscopie, donc tu replies la muqueuse, mais derrière, il ne reste pas... Oui, il reste un bout d'estomac. Alors voilà. ça... Mais qui vit comment? Parce que s'il a l'Helicobacter pylori, si tu as un machin, si tu as un truc... Alors tu dépistes ça avant. Ouais. C'est le même parcours qu'un patient. C'est le même parcours. C'est le même parcours. Okay. Évidemment, tu ne vas pas faire ça sur un estomac qui a de l'atrophie, de la dysplasie. Voilà. Tu fais la fibrose sous-âgée avec les biopsies multiples pour l'hélicobacter et le dépistage de toute la séquence métaplasie, atrophie, dysplasie. D'accord, merci. On va acheter la clinique bientôt. Alors les chirurgiens, il va leur rester les hernies, les vésicules. La retraite. Quoi qu'on peut imaginer faire une perforation dans un bulbe ou un duodénum, aller chercher la vésicule et refermer derrière. Hein. Aujourd'hui, on peut faire des dérivations biliodigestives sous endoscopie. Ça dure un quart d'heure. Sous écho-endoscopie, tu n'as même plus besoin d'amplificateur de brillance. Tu n'as même plus besoin de poser un fil guide. C'est vraiment bête comme chou. On peut même en faire des dérivations gastro-jéjunales pour les gens qui ont une sténose tumorale du duodénum. À travers l'estomac, tu perfores l'estomac, tu atterris dans le grêle et tu mets une prothèse qui va te mettre en communication l'estomac avec le jéjunum. On peut vraiment faire des choses vraiment fantastiques. Oui, une petite remarque. Moi, j'avais posé il y a quelque temps des ballons intragastriques dans le cadre de la chirurgie, enfin de la prise en charge bariatrique, mais on a été très limité parce que, comme tu le disais très bien, c'est pas remboursé. Et les gens étaient réticents parce que tu disais que c'était 1 000 €. À l'époque, déjà il y a 10 ans, c'était 1 500 € sans compter les émoluments de l'anesthésiste, les émoluments qui revenaient à la clinique, etc. Donc c'était un coût pour le patient qui frisait les 3 000 €. Alors, le seul espoir pour la sleeve endoscopie, c'est qu'on puisse être reconnu comme étant efficace, moins morbide, et que par conséquent, on puisse prétendre avoir un remboursement, une prise en charge à 100%.
Auquel cas, c'est de la suture. Et pour répondre à Yves, il n'y a pas ou à Christophe, il n'y a pas de risque de perforation parce que c'est une suture transmurale et on peut faire des trous au travers de la paroi, il n'y a aucun problème, puisqu'on en fait même de façon réfléchie et volontaire lorsqu'on fait des gastrostomies pour alimentation entérale.